Dernier essai réussi pour Ariane 6 avant son vol inaugural. Jeudi 23 novembre à Kourou, le moteur Vulcain 2.1 de l'étage principal de la fusée s'est allumé et a fonctionné à pleine puissance pendant environ 7 minutes, un peu plus même de 7 minutes. Ça représente la même durée qu'une mission réelle pour envoyer un satellite en orbite. Seule différence ici évidemment, les boosters à poudre n'ont pas été mis à feu et la fusée est restée accrochée au sol. Alors avec ce test, c'est toute la chronologie d'un lancement qui a été mise à l'épreuve, débutant bien avant l'allumage moteur avec la veille, le remplissage des réservoirs d'hélium liquide. Prochaine étape donc, le vol inaugural prévu en 2024. Le Sénégal va réceptionner son premier satellite début décembre, un nanosatellite de 10 cm seulement d'envergure qui passera 4 fois par jour au-dessus du Sénégal pendant 5 ans, équipé de capteurs optiques et infrarouges. Nommé Guinsat, il a été entièrement conçu par une équipe d'ingénieurs et de techniciens sénégalais formés au Centre spatial universitaire de Montpellier, ici en France. Un projet de 1,5 million d'euros porté par le ministère sénégalais de l'enseignement supérieur qui espère ainsi booster un nouveau secteur d'activité vecteur d'emploi. Alors au total, 8 ingénieurs et 5 techniciens ont été formés au Centre spatial universitaire de Montpellier, une formation qui a débuté en 2020. Et c'est aussi grâce à un partenariat similaire avec le Centre spatial de Montpellier que Djibouti avait, elle aussi, pu arriver au terme de son premier lancement de satellite. D'autres pays africains pourraient donc suivre la même stratégie. On murmure que le Cameroun s'intéresse à ce partenariat. Dernière actualité, New Glenn vise la planète Mars. La première mission qui sera confiée à la future fusée de Blue Origin par la NASA devrait être l'envoi de 2 sondes vers la planète rouge en 2024. Une annonce surprenante qui a fait réagir quelques acteurs du secteur alors que l'entreprise de Jeff Bezos n'a pas dépassé le stade de la fusée suborbitale avec New Shepard, qui est d'ailleurs cloué au sol depuis quelques mois. Alexandre Mangeot, cofondateur et PDG d'Hyperspace, une start-up française, a répondu à notre call actu. Bonjour Alexandre Mangeot et bienvenue dans Smart Space. Bonjour et merci de me recevoir. Alors pour vous, Blue Origin n'a pas tout à fait fait ses preuves pour décrocher un tel contrat ? Non, pas vraiment, parce que comme vous l'annonciez tout à l'heure, Blue Origin n'a pas atteint le stade de vol orbital. Et là, on parle d'une mission qui va largement dépasser même le vol orbital, puisqu'il faut s'échapper de l'attraction de la Terre pour aller se mettre en orbite autour de Mars. Donc on parle d'une mission qui est vraiment très très ambitieuse au regard de l'accomplissement. Je ne sous-estime pas l'accomplissement déjà de Blue Origin, parce que faire des vols habités, c'est quand même pas rien. Mais en termes de structuration de fusée, on n'est pas du tout sur les mêmes choses. Oui, vous l'avez dit, on a quand même une fusée New Shepard qui a été capable de faire un vol habité et de dépasser la ligne de Kármán. Et ça, c'était déjà une étape, un milestone technologique assez impressionnant. On peut se dire que c'était peut-être une des étapes les plus difficiles à franchir et que la voie est toute tracée. Vous vous dites que ce ne sera pas du tout la même chose. Alors, je suis peut-être pas le meilleur placé pour savoir si ce sera l'étape la plus dure à franchir, parce que moi-même, ma start-up n'a pas encore franchi cette étape-là. Ce qui est certain, c'est que le vol habité nécessite un très haut niveau de fiabilité des systèmes, et là-dessus, il faut du coup peut-être être confiant dans le fait que Blue Origin est capable de produire des systèmes complexes. Fiable. Néanmoins, la fusée dont on parle aujourd'hui, qui est opérationnelle chez Blue Origin, c'est une fusée qui reste très simple, relativement petite, mono-étage, monomoteur. Alors que New Glenn est une fusée bien plus grande, avec des niveaux de complexité qui sont sensiblement différents, puisque là on parle d'une fusée multi-étage avec plusieurs moteurs, des moteurs même de nature différente. Donc voilà, on attend avec impatience, je pense, ce vol de New Glenn, et c'est quand même encore une fois, assez surprenant de lui voir attribuer comme première mission une mission martienne, quoi. Il y avait d'autres acteurs pour prendre cette place, hormis SpaceX évidemment ? Oh, alors là, c'est une excellente question. Je ne suis pas dans les papiers de la NASA. J'imagine que oui, il y aurait pu avoir d'autres acteurs. ULA, en l'occurrence, qui a déjà des lanceurs opérationnels, aurait pu, je pense, largement répondre à cet appel pour faire cette mission. Ouais. Est-ce que vous y voyez, comme plusieurs observateurs, suite à cette annonce, un espèce de coup de coude à SpaceX
et peut-être de la part de la NASA et certainement de Blue Origin. Oui, c'est assez difficile de ne pas voir ce petit coup de coude à SpaceX qui, depuis le départ, la vision martienne portée par Musk est une empreinte assez forte sur la culture de SpaceX. Oui, clairement, je pense que, et puis c'est communément admis que Bezos et Musk ont un long passif de compétition entre eux. À mon sens, cette compétition est possiblement contre-productive dans le sens où ça demande énormément d'efforts, de capital intellectuel, mais également de capital financier. Et ça me laisse, ça va pas sans rappeler ce qui se passe également en Europe sur la partie des micro-lanceurs, puisque là aussi il y a une compétition assez féroce entre tous les acteurs qui développent peu ou prou à peu près la même chose. Donc alors l'argument, et en Europe, et peut-être celui de la NASA, c'est de challenger ses partenaires en augmentant la compétition au sein de son secteur. Est-ce que là, c'est une façon pour la NASA de challenger SpaceX alors qu'elle freine un petit peu le programme Artemis aussi? Sans doute, on peut voir de la NASA une volonté de rappeler à SpaceX qu'il y a des concurrents aux États-Unis. Effectivement, Starship est en retard sur le planning initial, notamment si on veut lui voir faire la mission Artemis qui lui a été attribuée dans les temps. Mais bon, j'ai envie de dire quel lanceur n'est pas en retard aujourd'hui. Voilà. Et voilà, donc peut-être que ça va. Enfin, je pense pas que ça accélère le programme Starship en lui-même, mais peut-être que ça rappellera à la direction de SpaceX qu'ils ne sont pas les rois sur la montagne et qu'il y a d'autres possibilités pour la NASA. Alors c'est intéressant, vous l'avez dit, hein, vous-même vous mettez au point un système de propulsion pour lanceurs, un système hybride, on en a déjà parlé dans cette émission. Donc ça veut dire que vous pourriez chausser les chaussons de Blue Origin et imaginer, enfin, est-ce qu'on pourrait imaginer en tout cas en Europe un contrat semblable au même niveau technologique? Alors, je l'appelle de mes voeux, bien sûr. Par contre, la technologie de propulsion qu'on développe, elle est vraiment innovante dans le sens où, à ce jour, aucun système propulsif avec notre technologie de propulsion n'a atteint l'orbite. Ce que je voulais dire tout à l'heure par ma remarque vis-à-vis de ce qui se passe en Europe, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une dizaine d'acteurs en Europe qui développent un micro-lanceur, alors avec des charges utiles plus ou moins différentes, mais globalement toutes basées sur la même technologie de propulsion. Évidemment, il faut qu'en Europe, on rattrape notre retard par rapport à ce qui se passe du côté nord-américain, mais je pense que cette compétition avec un trop grand nombre d'acteurs est contre-productive. En ce qui concerne Hyperspace, nous, on développe une nouvelle technologie de propulsion et on sera bien heureux de la mettre à disposition des prochains acteurs du spatial pour avoir un avantage compétitif par rapport aux technologies qui sont aujourd'hui utilisées et même du côté nord-américain. Voilà. Merci beaucoup Alexandre Mangeot d'avoir pris le temps de réagir à cette actualité avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes cofondateur et PDG d'Hyperspace. On enchaîne quant à nous avec le talk sur Bismart.